Peuple de Haute-Volta, camarades militantes et militants de la Révolution, notre pays, au cours de cette année 1983, a connu des moments d'une intensité particulière qui laissent encore des empreintes indélébiles dans l'esprit de bien des concitoyens. La lutte du peuple voltaïque a connu durant cette période des flux et des reflux. Notre peuple a subi l'épreuve de lutte héroïque et a enfin remporté la victoire dans la nuit devenue désormais historique du 4 août 1983. Cela fera bientôt 2 mois que la révolution est en marche irréversible dans notre pays. 2 mois que le peuple combattant de Haute-Volta s'est mobilisé comme un seul homme derrière le Conseil national de la Révolution pour l'édification d'une société voltaïque nouvelle, libre, indépendante et prospère. Une société débarrassée de l'injustice sociale, débarrassée de la domination et de l'exploitation séculaire de l'impérialisme international. À l'issue de ce bref chemin parcouru, je vous invite avec moi à jeter un regard rétrospectif afin de tirer les enseignements nécessaires pour déterminer correctement les tâches révolutionnaires qui se posent à l'heure actuelle et dans le prochain avenir. En nous dotant d'une claire perception de la marche des événements, nous nous fortifions davantage dans notre lutte contre l'impérialisme et les forces sociales réactionnaires. En somme, d'où sommes-nous venus et où allons-nous? Ce sont là des questions de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue, sans équivoque aucune, si nous voulons marcher hardiment vers de plus grandes et de plus éclatantes victoires. La révolution de la lutte du peuple voltaïque. Le triomphe de la révolution d'août n'est pas seulement le résultat du coup de force révolutionnaire imposé à l'alliance sacro-sainte réactionnaire du 17 mai 1983. Il est l'aboutissement de la lutte du peuple voltaïque sur ses ennemis de toujours. C'est une victoire sur l'impérialisme international et ses alliés nationaux. Une victoire sur les forces rétrogrades, obscurantistes et ténébreuses. Une victoire sur tous les ennemis du peuple qui ont tramé complots et intrigues sur son dos. La révolution d'août est le terme ultime de l'insurrection populaire déclenchée suite au complot impérialiste du 17 mai 1983, visant à endiguer la marée montante des forces démocratiques et révolutionnaires de ce pays. Cette insurrection a été non seulement symbolisée par l'attitude courageuse et héroïque des commandos de la ville de Pau, qui ont su opposer une résistance farouche au pouvoir pro-impérialiste et antipopulaire du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo et du colonel Somé Yorian, mais aussi elle a été une composante des forces populaires démocratiques et révolutionnaires qui, en alliance avec les soldats et les officiers patriotes, ont su organiser une résistance exemplaire. L'insurrection du 4 août 1983, la victoire de la Révolution et l'avènement du Conseil national de la Révolution, CNR, sont donc incontestablement la consécration et l'aboutissement conséquent des luttes du peuple voltaïque contre la domination et l'exploitation néocoloniale, contre l'assujettissement de notre pays, pour l'indépendance, la liberté, la dignité et le progrès de notre peuple. En cela, les analyses simplistes et superficielles, cantonnées dans la reproduction des schémas préétablis, ne pourront rien changer à la réalité des faits. La révolution d'août a triomphé en se posant ainsi comme l'héritière et l'approfondissement du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. La poursuite et le développement à un stade qualitatif supérieur de toutes les grandes luttes populaires qui sont allées en se multipliant ces dernières années et qui toutes marquaient le refus systématique du peuple voltaïque et particulièrement
de la classe ouvrière et des travailleurs salariés de se laisser gouverner comme avant. Les jalons les plus marquants et les plus significatifs de ces grandes luttes populaires correspondent aux dates de décembre 1975, de mai 1979, d'octobre et novembre 1980, d'avril 1982 et de mai 1983. C'est un fait aussi établi que le grand mouvement de résistance populaire qui a immédiatement suivi la provocation réactionnaire et pro-impérialiste du 17 mai 1983 a créé les conditions favorables à l'avènement du 4 août 1983. En effet, le complot impérialiste du 17 mai a précipité sur une grande échelle le regroupement des forces et organisations démocratiques et révolutionnaires qui se sont mobilisées durant cette période en développant des initiatives et en entreprenant des actions audacieuses inconnues jusqu'alors. Pendant ce temps, l'alliance sacro-sainte des forces réactionnaires autour du régime moribond souffrait de son incapacité à juguler la montée des forces révolutionnaires qui, de façon de plus en plus ouverte, montaient à l'assaut du pouvoir antipopulaire et antidémocratique. Les manifestations populaires des 20, 21 et 22 mai ont connu un large écho national à cause essentiellement de leur grande signification politique, du fait qu'elles apportaient la preuve concrète de l'adhésion ouverte de tout un peuple et surtout de sa jeunesse aux idéaux révolutionnaires défendus par des hommes traîtreusement abattus par la réaction. Elles ont eu une grande portée pratique du fait qu'elles exprimaient la détermination de tout un peuple et de toute sa jeunesse qui se sont mis debout pour affronter correctement, concrètement, les forces de domination et d'exploitation impérialistes. Ce fut la démonstration la plus patente de la vérité selon laquelle, quand le peuple se met debout, l'impérialisme et les forces sociales qui lui sont alliées tremblent. L'histoire et le processus de conscientisation politique des masses populaires suivent un cheminement dialectique qui échappe à la logique réactionnaire. C'est pourquoi les événements du mois de mai 1983 ont grandement contribué à l'accélération du processus de clarification politique dans notre pays, atteignant ainsi un degré tel que les masses populaires dans leur ensemble ont accompli un saut qualitatif important dans la compréhension de la situation. Les événements du 17 mai ont contribué grandement à ouvrir les yeux du peuple voltaïque et l'impérialisme dans son système d'oppression et d'exploitation leur est apparu sous un éclat brutal et cruel. Il y a des journées qui renferment en eux des enseignements d'une richesse incomparable à celle d'une décennie entière. Au cours de ces journées, le peuple apprend avec une rapidité inouïe et une profondeur d'esprit telle que 1000 journées d'études ne sont rien à côté d'elle. Les événements du mois de mai 1983 ont permis au peuple voltaïque de mieux connaître ses ennemis. Ainsi, dorénavant, en Haute-Volta, tout le monde sait qui est avec qui et contre qui fait quoi et pourquoi. Ce genre de situation qui constitue le prélude à de grands bouleversements a contribué à mettre à nu l'exacerbation des contradictions de classe de la société voltaïque. La révolution d'août arrive par conséquent comme la solution des contradictions sociales qui ne pouvaient désormais être étouffées par des solutions de compromis. L'adhésion enthousiaste des larges masses populaires à la révolution d'août est la traduction concrète de l'espoir immense que le peuple voltaïque fonde sur l'avènement du CNR, pour qu'enfin puisse être réalisée la satisfaction de leurs aspirations profondes à la démocratie, à la liberté et à l'indépendance, au progrès véritable, à la restauration de la dignité et de la grandeur de notre patrie que 23 années de régime néocolonial ont singulièrement bafoué. L'héritage de 23 années de néocolonisation. L'avènement du CNR, le 4 août 1983, et l'instauration d'un pouvoir révolutionnaire en Haute-Volta, depuis cette date, ont ouvert une page glorieuse
dans les annales de l'histoire de notre peuple et de notre pays. Cependant, lourd et pesant héritage que nous lèguent 23 années d'exploitation et de domination impérialiste, dure et ardue, sera notre tâche d'édification d'une société nouvelle, d'une société débarrassée de tous les maux qui maintiennent notre pays dans une situation de pauvreté et d'arriération économique et culturelle. Lorsque dans les années 1960, le colonialisme français, traqué de toutes parts, déconfit à bien fou, en prise à des difficultés énormes en Algérie, fut contraint, tirant ainsi le son de ses défaites, d'octroyer à notre pays la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Cela a été salué positivement par notre peuple qui n'était pas resté impassible, mais développait des luttes de résistance appropriées. Cette fuite en avant de l'impérialisme colonialiste français constitua pour le peuple une victoire sur les forces d'oppression et d'exploitation étrangères. Du point de vue des masses populaires, ce fut une réforme démocratique. Tandis que du point de vue de l'impérialisme, ce fut une mutation opérée dans les formes de la domination et de l'exploitation de notre peuple. Cette mutation a abouti cependant à une redisposition des classes et couches sociales et à l'établissement de nouvelles classes. En alliance avec les forces rétrogrades de la société traditionnelle, la petite bourgeoisie intellectuelle de l'époque, dans un mépris total des classes fondamentales qui lui avaient servi de tremplin pour son accession au pouvoir, entreprit d'organiser des fondements politiques et économiques des nouvelles formes de la domination et de l'exploitation impérialiste. La crainte que la lutte des masses populaires ne se radicalise et ne débouche sur une solution véritablement révolutionnaire est à la base du choix opéré par l'impérialisme et qui consiste à exercer dorénavant sa mainmise sur notre pays, à perpétuer l'exploitation de notre peuple par des nationaux interposés. Les nationaux voltaïques allaient prendre le relais de la domination et de l'exploitation étrangère. Toute l'organisation de la société néocoloniale reviendra à une simple opération de substitution dans les formes. Dans leur essence, la société néocoloniale et la société coloniale ne diffèrent en rien. Ainsi, à l'administration coloniale, on a vu se substituer une administration néocoloniale identique sous tous les rapports à la première. À l'armée coloniale se substitue une armée néocoloniale avec les mêmes attributs, les mêmes fonctions et le même rôle de gardien des intérêts de l'impérialisme et de ceux de ses alliés nationaux. À l'école coloniale se substitue une école néocoloniale qui poursuit les mêmes buts d'aliénation des enfants de notre pays et de reproduction d'une société essentiellement au service des intérêts impérialistes, accessoirement au service des valets et alliés locaux de l'impérialisme. Les nationaux voltaïques entreprirent avec l'appui et la bénédiction de l'impérialisme d'organiser le pillage systématique de notre pays. Des miettes de ce pillage leur retombent. Ils se transforment petit à petit en une bourgeoisie véritablement parasitaire, ne sachant plus retenir les appétits voraces. Mus par leurs seuls intérêts égoïstes, ils ne reculeront désormais plus devant les moyens les plus malhonnêtes, développant à grande échelle la corruption, le détournement des deniers et de la chose publique, les trafics d'influence et la spéculation immobilière, pratiquant le favoritisme et le népotisme. Ainsi s'expliquent toutes les richesses matérielles et financières qu'ils ont pu accumuler sur le dos du peuple travailleur. Et non contents de vivre sur les rentes fabuleuses qu'ils tirent de l'exploitation éhontée de leurs biens mal acquis, ils jouent des pieds et des mains pour s'accaparer des responsabilités politiques qui leur permettront d'utiliser l'appareil étatique au profit de leur exploitation et de leur gabegie. Une année entière ne se passe pas sans qu'ils se payent de grasses vacances à l'étranger. Leurs enfants désertent les écoles du pays pour un enseignement de prestige dans d'autres pays. À la moindre petite maladie,
tous les moyens de l'État sont mobilisés pour leur assurer des soins coûteux dans les hôpitaux de luxe des pays étrangers. Tout cela se déroule sous les yeux d'un peuple voltaïque, laborieux, courageux et honnête, mais qui croupit dans la misère la plus crasse. Si pour la minorité des riches, la Haute-Volta constitue un paradis, pour cette majorité que constitue le peuple, elle est un enfer à peine supportable. Dans cette grande majorité, les salariés, malgré le fait qu'ils sont assurés d'un revenu régulier, subissent contraintes et pièges de la société de consommation du capitalisme. Tout leur salaire se voit consommé avant même qu'il n'ait été touché. Et le cercle vicieux se poursuit sans fin, sans aucune perspective de rupture. Au sein de leurs syndicats respectifs, les salariés engagent des luttes revendicatives pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ampleur de ces luttes contraint quelquefois les pouvoirs néocoloniaux en place à lâcher du lest. Mais ils ne donnent d'une main que pour récupérer aussitôt de l'autre. Ainsi, on annonce avec grand tapage une augmentation de 10% sur les salaires pour immédiatement prendre des mesures d'imposition qui annulent les effets bénéfiques attendus de la première mesure. Les travailleurs, après 5, 6, 7 mois, finissent toujours par se rendre compte de la supercherie et se mobilisent pour de nouvelles luttes. 7 mois, c'est plus qu'il ne faut aux réactionnaires au pouvoir pour reprendre du souffle et élaborer d'autres stratagèmes. Dans cette lutte sans fin, le travailleur en sort toujours perdant. Au sein de cette grande majorité, il y a ces damnés de la terre, ces paysans que l'on exproprie, que l'on spolie, que l'on moleste, que l'on emprisonne, que l'on bafoue et que l'on humilie chaque jour et qui cependant sont de ceux dont le travail est créateur de richesses. C'est par leur activité productive que l'économie du pays se maintient malgré sa fragilité. C'est de leur travail que se sucrent tous ces nationaux pour qui la Haute-Volta est un Eldorado. Et pourtant, ce sont eux qui souffrent le plus du manque des structures d'infrastructures routières, du manque des structures et d'encadrement sanitaire. Ce sont ces paysans, créateurs de richesses nationales, qui souffrent le plus du manque des écoles et de fournitures. Ce sont leurs enfants qui vont grossir les rangs des chômeurs après un passage éclair sur les bancs des écoles mal adaptées aux réalités de ce pays. C'est parmi eux que le taux de l'analphabétisme est le plus élevé, 98%. Ceux qui ont besoin de plus de savoir pour que leur travail productif puisse s'améliorer en rendement, c'est encore ceux-là qui profitent le moins des investissements dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la technologie. La jeunesse paysanne, qui a la même disposition d'esprit que toute la jeunesse, c'est-à-dire plus sensible à l'injustice sociale et favorable au progrès, en arrive dans un sentiment de révolte à déserter nos campagnes, les privant ainsi de ces éléments les plus dynamiques. Le premier réflexe pousse cette jeunesse dans les grands centres urbains qui sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Là, ils espèrent trouver un travail plus rémunérateur et profiter aussi des avantages du progrès. Le manque de travail les pousse à l'oisiveté avec les vices qui les caractérisent. Enfin, ils devront leur salut pour ne pas finir dans les prisons en s'expatriant vers l'étranger où l'humiliation et l'exploitation la plus hontée les attendent. Mais la société voltaïque leur laisse-t-elle d'autres choix? Telle est de la manière la plus succincte la situation de notre pays après 23 années de néocolonisation. Paradis pour les uns et enfer pour les autres. Après 23 années de domination et d'exploitation impérialiste, notre pays demeure un pays agricole, arriéré, où le secteur rural, qui occupe plus de 90% de la population active, ne représente seulement que 45% de production intérieure brute et fournit les 95% des exportations totales du pays. Plus simplement, il faut constater que pendant que dans d'autres pays, les agriculteurs
qui constituent moins de 5% de la population, arrivent non seulement à se nourrir correctement et à assurer les besoins de toute la nation entière, mais aussi à exporter d'immenses quantités de leurs produits agricoles, chez nous, plus de 90% de la population, malgré de rudes efforts, connaissent famine et disette et sont obligés d'avoir recours aux produits agricoles, si ce n'est à l'aide internationale. En outre, le déséquilibre entre les exportations et les importations contribue à accentuer la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger. Le déficit commercial qui en résulte s'accroît sensiblement au fil des années et le taux de couverture des importations par les exportations se situe aux environs de 25%. En termes plus clairs, nous achetons à l'étranger plus que nous ne lui vendons et une économie qui fonctionne sur cette base se ruine progressivement et va vers la catastrophe. Les investissements privés en provenance de l'extérieur sont non seulement insuffisants, mais exercent des ponctions énormes sur l'économie du pays et ne contribuent donc pas à renforcer la capacité d'accumulation du pays. Une part importante de la richesse ainsi créée, à l'aide des investissements étrangers, est drainée vers l'extérieur au lieu d'être réinvestie pour accroître la capacité productive du pays. Dans la période 1973-1979, on estime les sorties de devises comme revenus des investissements directs étrangers à 1,7 milliard de francs CFA, alors que les investissements nouveaux ne se chiffrent qu'à 1,3 milliard de francs CFA par an en moyenne. L'insuffisance des efforts en investissement productif amène l'État voltaïque à jouer un rôle fondamental dans l'économie nationale par l'effort qu'il fournit en vue de suppléer à l'investissement privé. Situation difficile lorsque l'on sait que les recettes du budget de l'État sont essentiellement constituées par les recettes fiscales qui représentent 85% des recettes totales et qui se résument en grande partie à des taxes sur les importations et les impôts. Les recettes de l'État financent, outre l'effort d'investissement national, les dépenses de l'État dont 70% servent à payer les salaires des fonctionnaires et à assurer le fonctionnement des services administratifs. Que peut-il en rester alors pour les investissements sociaux et culturels? Dans le domaine de l'éducation, notre pays se situe parmi les pays les plus retardataires avec un taux de scolarisation de 16,4% et un taux d'analphabétisme qui s'élève à 92% en moyenne. C'est dire que sur 100 voltaïques, à peine 8 seulement savent lire et écrire en quelque langue que ce soit. Sur le plan sanitaire, le taux de morbidité et de mortalité sont des plus élevés dans la sous-région en raison de la prolifération des maladies transmissibles et des carences nutritionnelles. Comment d'ailleurs éviter une telle situation catastrophique lorsque l'on sait que chez nous, on ne compte qu'un lit d'hôpital pour 1200 habitants et un médecin pour 48 000 habitants? Ces quelques éléments suffisent à eux seuls pour illustrer l'héritage que nous laissent 23 années de néocolonisation, 23 années de politique de totale démission nationale. Cette situation, parmi les plus désolantes, ne peut laisser dans l'indifférence aucun voltaïque qui aime et honore son pays. Notre peuple, peuple courageux et travailleur, n'a jamais pu tolérer une telle situation. Et parce qu'il a compris qu'il ne s'agit pas là d'une fatalité, mais d'une organisation de la société sur des bases injustes, au seul profit d'une minorité, il a toujours développé des luttes multiformes, cherchant les voies et moyens pour mettre un terme à l'ancien ordre des choses. C'est pourquoi il a salué fiévreusement l'avènement du Conseil national de la Révolution, qui est le commencement de ses efforts déployés et de ses sacrifices consentis pour renverser l'ancien ordre et instaurer un nouvel ordre à même de réhabiliter l'homme voltaïque et donner une place de choix à notre pays dans le concert des nations libres, prospères et respectées. Les classes parasitaires qui avaient toujours tiré profit de l'ordre volta colonial et néocolonial sont et seront hostiles aux transformations entreprises par le processus révolutionnaire entamé depuis le 4 août 1983. La raison
En un, qu'elles sont et demeurent attachées par un cordon ombilical à l'impérialisme international. Elles sont et demeurent les fervents défenseurs des privilèges acquis du fait de leur allégeance à l'impérialisme. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, elles resteront égales à elles-mêmes et continueront de tramer complots et intrigues pour la reconquête de leur royaume perdu. De ces nostalgiques, il ne faut point s'attendre à une reconversion de mentalité et d'attitude. Ils ne sont sensibles et ne comprennent que le langage de la lutte de classe révolutionnaire contre les exploiteurs et les oppresseurs des peuples. Notre révolution sera pour eux la chose la plus autoritaire qui soit. Elle sera un acte par lequel le peuple leur imposera sa volonté par tous les moyens dont il dispose et, s'il le faut, par ses armes. Ces ennemis du peuple, qui sont-ils? Ils se sont démasqués aux yeux du peuple lors des événements du 17 mai dans leur hargne contre les forces révolutionnaires. Ces ennemis du peuple, le peuple les a identifiés dans le feu de l'action révolutionnaire. Ce sont, premièrement, la bourgeoisie voltaïque qui se distingue de par la fonction que les uns et les autres accomplissent en bourgeoisie d'État, bourgeoisie comprador et bourgeoisie moyenne. La bourgeoisie d'État, c'est cette fraction qui est connue sous l'appellation de la bourgeoisie politico-bureaucratique. C'est une bourgeoisie qu'une situation de monopole politique enrichie de façon illicite et crapuleuse, se servant de l'appareil d'État, tout comme le capitaliste industriel se sert de ses moyens de production pour accumuler la plus-value tirée de l'exploitation de la force de travail des ouvriers. Cette fraction de la bourgeoisie ne renoncera jamais de plein gré à ses anciens avantages pour assister passif aux transformations révolutionnaires en cours. La bourgeoisie commerçante. Cette fraction, de par ses activités même, est attachée à l'impérialisme par de multiples liens. La suppression de la domination impérialiste signifie pour elle la mort de la poule aux œufs d'or. C'est pourquoi elle s'opposera de toutes ses forces à la présente révolution. C'est dans cette catégorie que se recrutent, par exemple, les commerçants véreux qui cherchent à affamer le peuple en retirant de la circulation les vivres à des fins de spéculation et de sabotage économique. La bourgeoisie moyenne. Cette fraction de la bourgeoisie voltaïque, bien qu'ayant des liens avec l'impérialisme, rivalise avec celui-ci pour le contrôle du marché. Mais comme elle est plus faible économiquement, elle se fait évincer par l'impérialisme. Elle a donc des griefs contre l'impérialisme, mais a aussi peur du peuple, et cette peur peut l'amener à faire front avec l'impérialisme. Toutefois, le fait que la domination impérialiste sur notre pays l'empêche de jouer son rôle véritable de bourgeoisie nationale, quelques-uns de ces éléments, sous certains rapports, pourraient être favorables à la révolution qui les situerait objectivement dans le camp du peuple. Cependant, entre ces éléments qui viennent à la révolution et le peuple, il faut développer une méfiance révolutionnaire. Car, sous ce couvert, accourront à la révolution des opportunistes de toutes sortes. Deuxièmement, les forces rétrogrades qui tirent leur puissance des structures traditionnelles du type féodal de notre société. Ces forces, dans leur majorité, ont su opposer une résistance ferme à l'impérialisme colonialiste français. Mais depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, elles ont fait corps avec la bourgeoisie réactionnaire pour oppresser le peuple voltaïque. Ces forces ont tenu les masses paysannes en une situation de réservoir à partir duquel elles se livraient à des surenchères électoralistes. Pour préserver leurs intérêts, qui sont communs à ceux de l'impérialisme et opposés à ceux du peuple, ces forces réactionnaires ont le plus souvent recours aux valeurs décadentes de notre culture traditionnelle, qui sont encore vivaces dans les milieux ruraux. Dans la mesure où notre révolution vise à démocratiser les rapports sociaux dans nos campagnes, à responsabiliser les paysans, à mettre à leur portée plus d'instruction et plus de savoir pour leur propre émancipation économique et culturelle, ces forces rétrogrades s'y opposeront. Ce sont là les ennemis du peuple dans la présente révolution, ennemis que le peuple a identifiés lui-même lors des événements du mois de mai.
Ce sont ces ennemis-là qui ont constitué le gros de la troupe des marcheurs isolés, protégés par un cordon militaire et qui ont manifesté leur soutien de classe au régime déjà moribond issu du coup d'État réactionnaire et pro-impérialiste. En dehors des classes et couches sociales réactionnaires et anti-révolutionnaires, ci-dessus énumérées, le reste de la population constitue le peuple voltaïque, un peuple qui tient la domination et l'exploitation impérialiste en abomination et qui n'a cessé de le manifester dans la lutte concrète de tous les jours contre les différents régimes néocoloniaux. Ce peuple, dans la présente révolution, regroupe, premièrement, la classe ouvrière voltaïque, jeune et peu nombreuse, mais qui a su faire la preuve dans ses luttes incessantes contre le patronat qu'elle est une classe véritablement révolutionnaire. Dans la révolution présente, c'est une classe qui a tout à gagner et rien à perdre. Elle n'a pas de moyens de production à perdre. Elle n'a pas de parcelle de propriété à défendre dans le cadre de l'ancienne société néocoloniale. Par contre, elle est convaincue que la révolution est son affaire, car elle en sortira grandie et fortifiée. La petite bourgeoisie, deuxièmement, qui constitue une vaste couche sociale très instable et qui hésite très souvent entre la cause des masses populaires et celle de l'impérialisme. Dans sa grande majorité, elle finit toujours par se ranger du côté des masses populaires. Elle comprend les éléments les plus divers, parmi lesquels les petits commerçants, les intellectuels petits bourgeois, fonctionnaires, étudiants, élèves, employés du secteur privé, les artisans. Troisièmement, la paysannerie. La paysannerie voltaïque, dans sa grande majorité, constitue de petits paysans, attachés à la propriété parcellaire du fait de la désintégration progressive de la propriété collective depuis l'introduction du mode de production capitaliste dans notre pays. Les rapports marchands dissolvent de plus en plus les liens communautaires et à leur place s'instaure la propriété privée des moyens de production. Dans cette nouvelle situation ainsi créée par la pénétration du capitalisme dans nos campagnes, le paysan voltaïque qui se trouve lié à la petite production incarne des rapports bourgeois de production. Aussi, au vu de toutes ces contradictions, de ces considérations, la paysannerie voltaïque est partie intégrante de la catégorie de la petite bourgeoisie. De par le passé et de par sa situation présente, elle est la couche sociale qui a payé le plus de tribut à la domination et à l'exploitation impérialiste. La situation d'arriération économique et culturelle qui caractérise nos campagnes l'a tenue longtemps à l'écart des grands courants de progrès et de modernisation, se contentant du rôle de réservoir des partis politiques réactionnaires. Cependant, elle a intérêt à la révolution et en est du point de vue du nombre la force principale. Quatrièmement, le lumpen prolétariat. C'est cette catégorie d'éléments déclassés qui, du fait de leur situation de sans-travail, sont prédisposés à être à la solde des forces réactionnaires et contre-révolutionnaires pour l'exécution de leurs sales besognes. Dans la mesure où la révolution saura les convertir en les occupant utilement, ils pourront être de fervents défenseurs. Le caractère et la portée de la révolution doutent. Les révolutions qui surviennent de par le monde ne se ressemblent point. Chaque révolution apporte son originalité qui la distingue des autres. Notre révolution, la révolution d'août, n'échappe pas à cette constatation. Elle tient compte des particularités de notre pays, de son degré de développement et d'assujettissement au système capitaliste impérialiste mondial. Notre révolution est une révolution qui se déroule dans un pays agricole, arriéré, où le poids des traditions et de l'idéologie sécrétée par une organisation sociale de type féodal pèse énormément sur les masses populaires. Elle est une révolution dans un pays qui, à cause de la domination et de l'exploitation de l'impérialisme, exerce sur notre peuple à évoluer de la situation de colonie qu'était ce pays à celle de néocolonie. Elle est une révolution qui se produit dans un pays caractérisé encore par l'inexistence d'une classe ouvrière consciente de sa mission historique et organisée et par conséquent ne possédant aucune tradition de lutte révolutionnaire.
C'est une révolution qui se produit dans un petit pays continental au moment où, sur le plan international, le mouvement révolutionnaire s'effrite de jour en jour sans l'espoir visible de voir se constituer un bloc homogène à même d'impulser et de soutenir pratiquement les mouvements révolutionnaires naissants. Cet ensemble de circonstances historiques, géographiques et sociologiques donne une certaine empreinte singulière à notre révolution. La révolution d'août est une révolution qui présente un double caractère. Elle est une révolution démocratique et populaire. Elle a pour tâche primordiale la liquidation de la domination et de l'exploitation impérialiste, l'épuration de la campagne de toutes les entraves sociales, économiques et culturelles qui la maintiennent dans un état d'arriération. Et de là découle son caractère démocratique. De ce que les masses populaires voltaïques sont partie prenante à part entière dans cette révolution et se mobilisent conséquemment autour de mots d'ordre démocratiques et révolutionnaires qui traduisent dans les faits leurs intérêts propres opposés à ceux des classes révolutionnaires alliées à l'impérialisme, elle tire son caractère populaire. Ce caractère populaire de la révolution d'août réside aussi dans le fait qu'en lieu et place de l'ancienne machine d'État, s'édifie une nouvelle machine à même de garantir l'exercice démocratique du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Notre révolution présente ainsi, caractérisée, tout en étant une révolution anti-impérialiste, s'effectue encore dans le cadre des limites du régime économique et social bourgeois. En procédant à l'analyse des classes sociales de la société voltaïque, nous avons soutenu l'idée selon laquelle la bourgeoisie voltaïque ne constitue pas une seule masse homogène, réactionnaire et anti-révolutionnaire. En effet, ce qui caractérise la bourgeoisie des pays sous-développés, sous le rapport capitaliste, c'est leur incapacité congénitale de révolutionner la société à l'instar de la bourgeoisie des pays européens des années 1780, c'est-à-dire à l'époque où celle-ci constituait encore une classe ascendante. Tels sont les caractères et les limites de la présente révolution déclenchée en Volta depuis le 4 août 1943. En avoir une claire perception et une définition exacte de son contenu nous prémunit des dangers de déviation et des excès qui pourraient porter préjudice à la marche victorieuse de la révolution. Que tous ceux qui ont pris fait et cause pour la révolution d'août se pénètrent de la ligne directrice ainsi dégagée en vue de pouvoir assumer leur rôle révolutionnaire, conscient et un véritable propagandiste, intrépides et infatigables, en face une diffusion au sein des masses. Il ne suffit plus de se dire révolutionnaire. Il faut, en plus, se pénétrer la signification profonde de la révolution dont on est le fervent défenseur. C'est le meilleur moyen de mieux la défendre contre les attaques et les défigurations que les contre-révolutionnaires ne manqueront pas de lui opposer. Savoir lier la théorie révolutionnaire à la pratique révolutionnaire sera le critère décisif permettant désormais de distinguer les révolutionnaires conséquents de tous ceux qui accourent à la révolution, mus par des mobiles étrangers à la cause révolutionnaire. De la souveraineté du peuple dans l'exercice du pouvoir révolutionnaire. Un des traits distinctifs de la révolution d'août, avons-nous dit, et qui lui confère son caractère populaire, c'est qu'elle est le mouvement de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. C'est une révolution faite par les masses populaires voltaïques elles-mêmes, avec leurs mots d'ordre et leurs aspirations. L'objectif de cette révolution consiste à faire assurer le pouvoir par le peuple. C'est la raison pour laquelle le premier acte de la révolution, après la proclamation du 4 août, fut l'appel adressé au peuple pour la création des comités de défense de la révolution, CDR. Le CNR a la conviction que pour que cette révolution soit véritablement populaire, elle devra procéder à la destruction de la machine d'État néocoloniale et organiser une nouvelle machine capable de garantir la souveraineté du peuple. La question de savoir comment ce pouvoir populaire sera exercé, comment ce pouvoir devra s'organiser, est une question essentielle pour le devenir de notre révolution.
l'histoire de notre pays, jusqu'à nos jours, a été essentiellement dominée par les classes exploiteuses et conservatrices qui ont exercé leur dictature antidémocratique et antipopulaire par leur mainmise sur la politique, l'économie, l'idéologie, la culture, l'administration et la justice. La révolution a pour premier objectif de faire passer le pouvoir des mains de la bourgeoisie voltaïque alliée à l'impérialisme aux mains de l'alliance des classes populaires constituant le peuple. Ce qui veut dire qu'à la dictature antidémocratique et antipopulaire de l'alliance réactionnaire des classes sociales favorables à l'impérialisme, le peuple au pouvoir devra désormais opposer son pouvoir démocratique et populaire. Ce pouvoir démocratique et populaire sera le fondement, la base solide du pouvoir révolutionnaire en Volta. Elle aura pour tâche primordiale la reconversion totale de toute la machine d'État avec ses lois, son administration, ses tribunaux, sa police, son armée, qui avait été façonnée pour servir et défendre les intérêts égoïstes des classes et couches sociales réactionnaires. Elle aura pour tâche d'organiser la lutte contre les menées contre-révolutionnaires de reconquête du paradis perdu, en vue d'écraser complètement la résistance des réactionnaires nostalgiques du passé. Et c'est là que réside la nécessité et le rôle des CDR, comme point d'appui des masses populaires à l'assaut des citadelles réactionnaires et contre-révolutionnaires. Pour une juste compréhension de la nature, du rôle et du fonctionnement des CDR. L'édification de l'état de démocratie populaire qui est l'objectif final de la révolution d'août n'est pas et ne sera pas l'œuvre d'un seul jour. C'est une tâche ardue qui exigera de nous des sacrifices énormes. Le caractère démocratique de cette révolution nous impose une décentralisation et une déconcentration du pouvoir administratif afin de rapprocher l'administration du peuple, afin de faire de la chose publique une affaire qui intéresse tout un chacun. Dans cette œuvre immense de longue haleine, nous avons entrepris de remodeler la carte administrative du pays pour une plus grande efficacité. Nous avons aussi entrepris de renouveler la direction des services administratifs dans un sens plus révolutionnaire. En même temps, nous avons dégagé des fonctionnaires et militaires qui, pour des raisons diverses, ne peuvent suivre la cadence de la présente révolution. Il nous reste beaucoup à faire et nous en sommes conscients. Le Conseil national de la Révolution, qui est dans le processus révolutionnaire déclenché depuis le 4 août, le pouvoir de conception, de direction et de contrôle de la vie nationale, tant sur le plan politique, économique et social, se doit d'avoir des instances locales dans les divers secteurs de la vie nationale. Et c'est là que réside le sens profond de la création des CDR, qui sont les représentants du pouvoir révolutionnaire dans les villages, les quartiers de ville, les lieux de travail. Les CDR constituent l'organisation authentique du peuple dans l'exercice du pouvoir révolutionnaire. C'est l'instrument que le peuple s'est forgé pour se rendre véritablement souverain de son destin et étendre de ce fait son contrôle dans tous les domaines de la société. Les armes du peuple, le pouvoir du peuple, les richesses du peuple, ce sera le peuple qui les gérera et les CDR sont là pour cela. Quant à leur rôle, ils sont immenses et diversifiés. Leur mission première est l'organisation du peuple voltaïque tout entier en vue de l'engager dans le combat révolutionnaire. Le peuple ainsi organisé dans les CDR acquiert non seulement le droit de regard sur les problèmes de son devenir, mais aussi participe à la prise de la décision et de son exécution. La révolution comme théorie juste pour détruire l'ordre ancien et en lieu et place édifier une société d'un type nouveau, ne saurait être menée que par ceux qui y ont intérêt. Les CDR sont alors les détachements d'assaut qui s'attaqueront à tous les foyers de résistance. Ce sont les bâtisseurs de la haute volta révolutionnaire. Ce sont les levains qui devront porter la révolution dans toutes les provinces, tous nos villages, tous les services publics et privés, tous les foyers,
tous les milieux. Pour ce faire, les militants révolutionnaires au sein des CDR doivent rivaliser d'ardeur dans leurs tâches primordiales suivantes. Premièrement, l'action en direction des membres du CDR. Il revient aux militants révolutionnaires le travail d'éducation politique de leurs camarades. Les CDR doivent être des écoles de formation politique. Les CDR sont les cadres adéquats où les militants discutent des décisions des instances supérieures de la révolution, du CNR et du gouvernement. Deuxièmement, l'action en direction des masses populaires vise à les entraîner à adhérer massivement aux objectifs du CNR par une propagande et une agitation intrépide et sans relâche. À la propagande et aux calomnies mensongères de la réaction, les CDR doivent savoir opposer une propagande, une explication révolutionnaire appropriée selon le principe que seule la vérité est révolutionnaire. Les CDR se doivent d'être à l'écoute des masses afin de se rendre compte de leur état d'esprit, de leurs besoins, pour en informer à temps le CNR et faire à ce sujet des propositions concrètes. Ils sont invités à examiner les questions touchant l'amélioration des intérêts de celles-ci en soutenant les initiatives prises par ces dernières. Ils sont invités à examiner les questions touchant à l'amélioration des intérêts des masses populaires en soutenant les initiatives prises par ces dernières. Le contact direct avec les masses populaires par l'organisation périodique des assemblées ouvertes où sont discutées les questions qui les intéressent est une nécessité impérieuse pour les CDR s'ils veulent aider à l'application correcte des directives du CNR. Ainsi, dans l'action de propagande, les décisions du CNR seront expliquées aux masses. Seront aussi expliquées toutes les mesures destinées à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les CDR doivent lutter avec les masses des villes comme des campagnes contre leurs ennemis et l'adversité de la nature pour la transformation de leur existence matérielle et morale. Troisièmement, les CDR devront travailler de manière rationnelle, illustrant ainsi un des traits de notre évolution, la rigueur. Par conséquent, ils doivent se doter d'un plan d'action cohérent, ambitieux et qui s'impose à tous leurs membres. Depuis le 4 août, date devenue désormais historique pour notre peuple, répondant à l'appel du CNR, les voltaïques ont développé des initiatives pour se doter de CDR. Ainsi, les CDR virent le jour dans les villages, dans les quartiers des villes, et bientôt sur les lieux de travail, les services, dans les usines, au sein de l'armée. Tout ceci est le résultat de l'action spontanée des masses. Il convient maintenant de travailler à leur structuration interne, sur une base claire, et à leur organisation à l'échelle nationale. C'est ce à quoi s'attelle actuellement le secrétariat national des CDR. En attendant que les travaux de réflexion qui se mènent actuellement sur la base des expériences déjà accumulées, ils sortent des résultats définitifs, nous nous contenterons d'esquisser le schéma et les principes directeurs généraux du fonctionnement des CDR. L'idée première poursuivie avec la création des CDR consiste dans la démocratisation du pouvoir. Les CDR devenant ainsi des organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir local découlant du pouvoir central dévolu au CNR. Le CNR constitue en dehors des assises du Congrès national le pouvoir suprême. Il est l'organe directeur de tout cet édifice dont le principe directeur est le centralisme démocratique. Le centralisme démocratique est basé d'une part sur la subordination des organismes de l'échelon inférieur aux organismes de l'échelon supérieur, dont le plus haut est le CNR, auquel se subordonnent toutes les organisations. D'autre part, ce centralisme reste démocratique car le principe électif est de rigueur à tous les niveaux et l'autonomie des organisations locales est reconnue pour toutes les questions relevant de leur ressort, toutefois, dans les limites et le respect des directives générales tracées par l'instance supérieure. De la moralité révolutionnaire au sein des CDR.
La révolution vise à la transformation de la société sous tous les rapports, économiques, social et culturel. Elle vise à créer un voltaïque nouveau avec une moralité et un comportement social exemplaire qui inspire l'admiration et la confiance des masses. La domination néocoloniale a placé notre société dans un pourrissement tel qu'il nous faudra des années pour la purifier. Cependant, les militants des CDR doivent se forger une nouvelle conscience et un nouveau comportement en vue de donner le bon exemple aux masses populaires. En faisant la révolution, nous devons veiller à notre propre transformation qualitative. Sans une transformation qualitative de ceux-là même qui sont censés être les artisans de la révolution, il est pratiquement impossible de créer une société nouvelle débarrassée de la corruption, du vol, du mensonge et de l'individualisme de façon générale. Nous devons nous efforcer de faire concorder nos actes à nos paroles, surveiller notre comportement social afin de ne pas prêter le flanc aux attaques des contre-révolutionnaires qui sont à l'affût. Avoir continuellement à l'esprit que l'intérêt des masses populaires prime sur l'intérêt personnel nous fortifiera de tout égarement. L'activisme de certains militants, caressant le rêve contre-révolutionnaire d'amasser des biens et des profits par le biais des CDR, doit être dénoncé et combattu. Le végétariat doit être éliminé. Plus vite ces insuffisances seront combattues, mieux cela vaudra pour la révolution. Le révolutionnaire, de notre point de vue, c'est celui qui sait être modeste tout en étant des plus déterminés dans les tâches à lui confiées. Il s'en acquitte sans vantardise et n'attend aucune récompense. Ces derniers temps, nous constatons que des éléments qui ont pris part activement à la révolution et qui s'attendaient pour ce faire à ce que leur soient réservés des traitements privilégiés, des honneurs, des postes importants, se livrent par dépit à un travail de sape parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Cela prouve qu'ils ont participé à la révolution sans jamais en comprendre les objectifs réels. On ne fait pas de révolution pour se substituer simplement aux anciens potentats renversés. On ne participe pas à la révolution sous une motivation vindicative, animée par l'envie d'une situation avantageuse. Ôte-toi de là que je m'y mette. Ce genre de mobile est étranger à l'idéal de la révolution d'août, et ceux qui les portent démontrent leur tare de petits bourgeois situationnistes quand ce n'est pas leur opportunisme de contre-révolutionnaire dangereux. L'image du révolutionnaire que le CNR entend imprimer dans la conscience de tous, c'est celui du militant qui fait corps avec les masses, qui a foi en elles et qui les respecte. Il se départit de toute attitude de mépris vis-à-vis d'elles et ne les considère pas en maîtres à qui elles doivent obéissance et soumission. Au contraire, il se met à leur école, les écoute attentivement et fait attention à leurs avis. Il se départit des méthodes autoritaires dignes des bureaucrates réactionnaires. La révolution se distingue de l'anarchie dévastatrice. Elle exige une discipline et une ligne de conduite exemplaire. Les actes de vandalisme et les actions aventuristes de toutes sortes, au lieu de renforcer la révolution par l'adhésion des masses, l'affaiblissent et repoussent loin d'elle les masses innombrables. C'est pourquoi les membres des CDR doivent élever leur sens des responsabilités devant le peuple et chercher à inspirer respect et admiration. Ces insuffisances, le plus souvent, relèvent d'une ignorance du caractère et des objectifs de la révolution. Et pour nous en prémunir, il nous faut nous plonger dans l'étude de la théorie révolutionnaire. L'étude théorique élève notre compréhension des phénomènes, éclaire nos actions et nous prémunit de bien des présomptions. Nous devons désormais accorder une importance particulière à cet aspect de la question et nous efforcer d'être des exemples qui encouragent les autres à nous suivre pour une révolutionnarisation de tous les secteurs de la société voltaïque. Tous les régimes qui se sont succédés jusqu'alors
se sont évertués à instaurer un ensemble de mesures pour une meilleure gestion de la société néocoloniale. Les changements opérés par ces divers régimes se résumaient à la mise en place de nouvelles équipes dans la continuité du pouvoir néocolonial. Aucun de ces régimes ne voulait et ne pouvait entreprendre une remise en cause des fondements socio-économiques de la société voltaïque. C'est la raison pour laquelle ils ont tous échoué. La révolution d'août ne vise pas à instaurer un régime de puissante volta. Elle vient en rupture avec tous les régimes connus jusqu'à présent. Elle a pour objectif final l'édification d'une société voltaïque nouvelle au sein de laquelle le citoyen voltaïque, animé d'une conscience révolutionnaire, sera l'artisan de son propre bonheur, un bonheur à la hauteur des efforts qu'il aura consentis. Pour ce faire, la révolution sera, n'en déplaise aux forces conservatrices et rétrogrades, un bouleversement total et profond qui n'épargnera aucun domaine, aucun secteur de l'activité économique, sociale et culturelle. La révolutionnarisation de tous les domaines, de tous les secteurs d'activité est le mot d'ordre qui correspond au moment présent. Fort de la ligne directrice ainsi dégagée, chaque citoyen, à quelque niveau qu'il se trouve, doit entreprendre de révolutionner son secteur d'activité. D'ores et déjà, la philosophie des transformations révolutionnaires touchera les secteurs suivants. Premièrement, l'armée nationale. Deuxièmement, la politique de la femme. Troisièmement, l'édification économique. L'armée nationale. Sa place dans la révolution démocratique et populaire. Selon la doctrine de défense de la haute volta révolutionnaire, un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. À cet effet, nos forces armées ne constituent qu'un détachement plus spécialisé que le reste du peuple pour les tâches de sécurité intérieure et extérieure de la haute volta. Tout comme, bien que la santé des voltaïques soit l'affaire du peuple et de chaque voltaïque pris individuellement, il existe et existera un corps médical plus spécialisé et consacrant plus de temps à la question de santé publique. La révolution dictera aux forces armées nationales 3 missions. Premièrement, être en mesure de combattre tout ennemi intérieur et extérieur et participer à la formation militaire du reste du peuple, ce qui suppose une capacité opérationnelle accrue, faisant de chaque militaire un combattant compétent au lieu de l'ancienne armée qui n'était qu'une masse de salariés. Deuxièmement, participer à la production nationale. En effet, le militaire nouveau doit vivre et souffrir au sein du peuple auquel il appartient. Fini l'armée budgétivore. Désormais, en dehors du maniement des armes, elle sera au champ. Elle élèvera des troupeaux de bœufs, de moutons et de la volaille. Elle construira des écoles et des dispensaires dont elle assurera le fonctionnement, entretiendra des routes et transportera par voie aérienne le courrier, les malades et les produits agricoles entre les régions. Troisièmement, former chaque militaire en militant révolutionnaire. Fini le temps où l'on prétendait à la réalité de la neutralité et de l'apolitisme de l'armée en faisant d'elle le rempart de la réaction et le garant des intérêts impérialistes. Fini le temps où notre armée se comportait tel un corps de mercenaires étrangers en territoire conquis. Ce temps-là est désormais révolu, à jamais. Armés de la formation politique et idéologique, nos soldats, nos sous-officiers et nos officiers, engagés dans le processus révolutionnaire, cesseront d'être des criminels en puissance pour devenir des révolutionnaires conscients étant au sein du peuple comme un poisson dans l'eau. Armée au service de la révolution, l'armée nationale populaire ne fera de place à aucun militaire qui méprise son peuple, le bafoue et le brutalise. Une armée du peuple au service du peuple, telle est la nouvelle armée que nous édifierons à la place de l'armée néocoloniale, véritable instrument d'oppression et de répression aux mains de la bourgeoisie réactionnaire qui s'en sert pour dominer le peuple. Une telle armée, du point de vue même de son organisation interne et de ses principes de fonctionnement,
sera fondamentalement différente de l'ancienne armée. Ainsi, à la place de l'obéissance aveugle des soldats vis-à-vis de leurs chefs, des subalternes vis-à-vis des supérieurs, se développera une discipline saine qui, tout en étant stricte, sera fondée sur l'adhésion consciente des hommes et des troupes. Contrairement au point de vue des officiers réactionnaires, animés par l'esprit colonial, la politisation de l'armée, sa révolutionnarisation, ne signifie pas la fin de la discipline. La discipline, dans une armée politisée, aura un contenu nouveau. Elle sera une discipline qui trouve sa force dans le fait que l'officier et le soldat, le gradé et le non gradé, se valent quant à la dignité humaine et ne diffèrent les uns des autres que par leurs tâches concrètes et leurs responsabilités respectives. Fort d'une telle compréhension des rapports entre les hommes, les cadres militaires doivent respecter leurs hommes, les aimer et les traiter avec équité. Ici aussi, les CDR ont un rôle fondamental à jouer. Les militants CDR au sein de l'armée devront être les pionniers infatigables de l'édification de l'armée nationale populaire, de l'État démocratique et populaire, dont les tâches essentielles seront, sur le plan intérieur, la défense des droits et des intérêts du peuple, le maintien de l'ordre révolutionnaire et la sauvegarde du pouvoir démocratique et populaire. Sur le plan extérieur, la défense de l'intégrité territoriale. Grand 2, la femme voltaïque, son rôle dans la révolution démocratique et populaire. Le poids des traditions séculaires de notre société voue la femme au rang de bête de somme. Tous les fléaux de la société néocoloniale, la femme les subit doublement. Premièrement, elle connaît les mêmes souffrances que l'homme. Deuxièmement, elle subit de la part de l'homme d'autres souffrances. Notre révolution intéresse tous les opprimés, tous ceux qui sont exploités dans la société actuelle. Elle intéresse par conséquent la femme, car le fondement de sa domination par l'homme se trouve dans le système d'organisation de la vie politique et économique de la société. La révolution, en changeant l'ordre social qui opprime la femme, crée les conditions de son émancipation véritable. Les femmes et les hommes de notre société sont tous victimes de l'oppression et de la domination impérialiste. C'est pourquoi ils mènent le même combat. La révolution et la libération de la femme vont de pair. Et ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme que de parler de l'émancipation de la femme. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Les femmes portent sur elles l'autre moitié du ciel. Créer une nouvelle mentalité chez la femme voltaïque qui lui permette d'assumer le destin du pays aux côtés de l'homme est une des tâches primordiales de la révolution. Il en est de même de la transformation à apporter dans les attitudes de l'homme vis-à-vis de la femme. Jusqu'à présent, la femme a été exclue des sphères de décision. La révolution, en responsabilisant la femme, crée les conditions pour libérer l'initiative combattante des femmes. Le CNR, dans sa politique révolutionnaire, travaillera à la mobilisation, à l'organisation et à l'union de toutes les forces vives de la nation, et la femme ne sera pas en reste. Elle sera associée à tous les combats que nous aurons à entreprendre contre les diverses entraves de la société néocoloniale et pour l'édification d'une société nouvelle. Elle sera associée à tous les niveaux de conception, de décision et d'exécution dans l'organisation de la vie de la nation entière. Le but final de toute cette entreprise grandiose, c'est de construire une société libre et prospère où la femme sera l'égale de l'homme dans tous les domaines. Cependant, il convient d'avoir une juste compréhension de la question de l'émancipation de la femme. Elle n'est pas une égalité mécanique entre l'homme et la femme. Acquérir les habitudes reconnues à l'homme, boire, fumer, porter des pantalons, ce n'est pas ça l'émancipation de la femme. Ce n'est pas non plus l'acquisition du diplôme qui rendra la femme égale à l'homme ou plus émancipée. Le diplôme n'est pas un laissez-passer pour l'émancipation. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme, qui l'associe aux activités productives, aux différents combats auxquels sont confrontés le peuple. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme, qui l'associe aux activités productives,
aux différents combats auxquels sont confrontés le peuple. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui force de l'homme le respect et la considération. L'émancipation, tout comme la liberté, ne s'octroie pas. Elle se conquiert. Et il incombe aux femmes elles-mêmes d'avancer leurs revendications et de se mobiliser pour les faire aboutir. En cela, la révolution démocratique et populaire créera des conditions nécessaires pour permettre à la femme voltaïque de se réaliser pleinement et entièrement. Car, serait-il possible de liquider le système d'exploitation en maintenant exploiter ces femmes qui constituent plus de la moitié de notre société? Une économie nationale indépendante, autosuffisante et planifiée au service d'une société démocratique et populaire. Le processus des transformations révolutionnaires entreprises depuis le 4 août met à l'ordre du jour de grandes réformes démocratiques et populaires. Ainsi, le Conseil national de la Révolution est conscient que l'édification d'une économie nationale indépendante, autosuffisante et planifiée passe par la transformation radicale de la société actuelle, transformation qui elle-même suppose les grandes réformes suivantes. La réforme agraire, la réforme de l'administration, la réforme scolaire, la réforme des structures de production et de distribution dans le secteur moderne. La réforme agraire. Elle aura pour but l'accroissement de la productivité du travail par une meilleure organisation des paysans et l'introduction au niveau du monde rural de techniques modernes d'agriculture. Le développement d'une agriculture diversifiée de pair avec la spécialisation régionale, l'abolition de toutes les entraves propres aux structures socio-économiques traditionnelles qui oppressent le paysan. Enfin, faire de l'agriculture le point d'appui du développement de l'industrie. Et cela est possible en donnant son vrai sens au slogan d'autosuffisance alimentaire, trop vieilli à force d'avoir été proclamé sans conviction. Ce sera d'abord la lutte âpre contre la nature qui, du reste, n'est pas plus ingrate chez nous que chez d'autres peuples qui l'ont merveilleusement vaincu sur le plan agricole. Le Conseil national de la Révolution ne se bercera pas d'illusions en projets gigantissimes, sophistiqués. Au contraire, de nombreuses petites réalisations dans le système agricole permettront de faire de notre territoire un vaste champ, une suite infinie de fermes. Ce sera ensuite la lutte contre les affameurs du peuple, spéculateurs et capitalistes agricoles de tout genre. Ce sera enfin la protection contre la domination impérialiste de notre agriculture, dans l'orientation et le pillage de nos ressources, et la concurrence déloyale à nos productions locales par les importations qui n'ont de mérite que leur emballage pour bourgeois en mal de snobisme. Des prix rémunérateurs et des unités industrielles agroalimentaires assureront aux paysans des marchés pour les productions en toute saison. La réforme administrative. Elle vise à rendre opérationnelle l'administration héritée de la colonisation. Pour ce faire, il faudra la débarrasser de tous les maux qui la caractérisent, à savoir la bureaucratie lourde, tracassière et ses conséquences, et procéder à une révision complète des statuts de la fonction publique. La réforme devrait déboucher sur une administration peu coûteuse, plus opérante et plus souple. La réforme scolaire. Elle vise à promouvoir une nouvelle orientation de l'éducation et de la culture. Elle devra déboucher sur la transformation de l'école en un instrument au service de la révolution. Les diplômés qui en sortiront devront être non au service de leurs propres intérêts et des classes exploiteuses, mais au service des masses populaires. L'éducation révolutionnaire qui sera dispensée dans la nouvelle école devra inculquer à chacun une idéologie, une personnalité voltaïque qui débarrasse l'individu de tout mimétisme. Apprendre aux élèves et étudiants à assimiler de manière critique et positive les idées et les expériences des autres peuples sera une des vocations des écoles dans la société démocratique et populaire. Pour arriver au bout de l'analphabétisme et de l'obscurantisme, il faudra mettre l'accent sur la mobilisation de toutes les énergies en vue de l'organisation des masses pour les sensibiliser et créer en eux la soif d'apprendre
en leur montrant les inconvénients de l'ignorance. Toute politique de lutte contre l'analphabétisme sans la participation même des principaux intéressés est vouée à l'échec. Quant à la culture, dans la société démocratique et populaire, elle devra revêtir un triple caractère: national, scientifique et populaire. Tout ce qui est antinational, antiscientifique et antipopulaire devra être banni. Au contraire, sera magnifiée la portée de la partie de notre culture qui a célébré notre dignité, notre courage, notre nationalisme et les grandes vertus humaines. La révolution démocratique et populaire créera les conditions propices à l'éclosion d'une culture nouvelle. Nos artistes auront les coudées franches pour aller hardiment de l'avant. Ils devront saisir l'occasion qui se présente pour hausser notre culture au niveau mondial. Que les écrivains mettent leurs plumes au service de la révolution. Que les musiciens chantent non seulement le passé glorieux de notre peuple, mais aussi son avenir radieux et prometteur. La révolution attend de nos artistes qu'ils sachent décrire la réalité, en faire des images vivantes, les exprimer en notes mélodieuses, tout en indiquant à notre peuple la voie juste, conduisant vers un avenir meilleur. Elle attend d'eux qu'ils mettent leur génie créateur au service d'une culture voltaïque, nationale, scientifique et populaire. Il faut savoir penser ce qu'il y a de bon dans le passé, c'est-à-dire dans nos traditions, ce qu'il y a de positif dans les cultures étrangères pour donner une dimension nouvelle à notre culture. La source inépuisable pour l'inspiration créatrice des masses se trouve dans les masses populaires. Savoir vivre avec les masses, s'engager dans les mouvements populaires, partager les joies et les souffrances du peuple, travailler et lutter avec lui devraient constituer les préoccupations majeures de nos artistes. Avant de produire, se poser la question: à qui destinons-nous notre création? Si nous avons la conviction que c'est pour le peuple que nous créons, alors nous devons savoir clairement ce qu'est le peuple, quelles sont ses composantes, quelles sont ses aspirations profondes. La réforme dans les structures de production et de distribution de notre économie. Les réformes dans ce domaine visent à établir progressivement le contrôle effectif du peuple voltaïque sur les circuits de production et de distribution. Car, sans une véritable maîtrise de ces circuits, il est pratiquement impossible d'édifier une économie indépendante au service du peuple. Peuple de Haute-Volta, camarades militantes et militants de la révolution voltaïque, les besoins de notre peuple sont immenses. La satisfaction de ces besoins nécessite des transformations révolutionnaires à entreprendre dans tous les domaines. Ainsi, dans le domaine sanitaire et de l'assistance sociale, en faveur des masses populaires, les objectifs à atteindre se résument en ceci: une santé à la portée de tous, la mise en œuvre d'une assistance et d'une protection maternelle et infantile, une politique d'immunisation contre les maladies transmissibles par la multiplication des campagnes de vaccination, une sensibilisation des masses pour l'acquisition de bonnes habitudes hygiéniques. Tous ces objectifs ne peuvent être atteints sans l'engagement conscient des masses populaires elles-mêmes dans le combat sous l'orientation révolutionnaire des services de santé. Dans le domaine de l'habitat, domaine d'une importance cruciale, il nous faudra entreprendre une politique vigoureuse pour mettre fin aux spéculations immobilières, à l'exploitation des travailleurs par l'établissement de taux de loyer excessifs. Des mesures importantes devront être prises dans ce domaine pour établir des loyers raisonnables. Procéder au lotissement rapide de quartiers, développer sur une grande échelle la construction de maisons d'habitation modernes en nombre suffisant et accessibles aux travailleurs. Une des préoccupations essentielles du CNR, c'est l'union des différentes nationalités que compte la Haute-Volta dans la lutte commune contre les ennemis de notre révolution. Il existe en effet dans notre pays une multitude d'ethnies se distinguant les unes des autres par leur langue et leurs coutumes. C'est l'ensemble de ces ethnies qui forment la nation voltaïque.
L'impérialisme, dans sa politique de diviser pour régner, s'est évertué à exacerber les contradictions entre elles pour les dresser les unes contre les autres. La politique du CNR visera à l'union de ces différentes nationalités pour qu'elles vivent dans l'égalité et jouissent des mêmes chances de réussite. Pour ce faire, un accent particulier sera mis pour le développement économique des différentes régions, encourager les échanges économiques entre elles, combattre les préjugés entre les ethnies, régler les différends qui les opposent dans un esprit d'union, châtier les fauteurs de division. Au vu de tous les problèmes auxquels notre pays se trouve confronté, la révolution apparaît comme un défi et que nous devons, animés de la volonté de vaincre, surmonter avec la participation effective des masses populaires mobilisées au sein des CDR. Dans un proche avenir, avec l'élaboration de programmes sectoriels, tout le territoire de l'Haute-Volta sera un vaste chantier de travail où le concours de tous les voltaïques valides et en âge de travailler sera requis pour le combat sans merci que nous livrerons pour transformer ce pays en un pays prospère et radieux, un pays où le peuple est le seul maître des richesses matérielles et immatérielles de la nation. Enfin, il nous faut définir la place de la révolution voltaïque dans le processus révolutionnaire mondial. Notre révolution fait partie intégrante du mouvement mondial de paix et de démocratie contre l'impérialisme et toutes sortes d'hégémonismes. C'est pourquoi nous nous efforcerons d'établir des relations diplomatiques avec les pays sans égard à leur système politique et économique sur la base des principes suivants: le respect réciproque pour l'indépendance, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, la non-agression mutuelle, la non-intervention dans les affaires intérieures, le commerce avec tous les pays sur un pied d'égalité et sur la base des avantages réciproques. Notre solidarité et notre soutien militant iront à l'endroit des mouvements de libération nationale qui combattent pour l'indépendance de leur pays et la libération de leur peuple. Ce soutien s'adresse particulièrement au peuple de Namibie sous la direction de la SWAPO, au peuple sahraoui dans sa lutte pour le recouvrement de son territoire national, au peuple palestinien pour ses droits nationaux. Dans notre lutte, les pays africains anti-impérialistes sont nos alliés objectifs. Le rapprochement avec ces pays est rendu nécessaire vis-à-vis des regroupements néocoloniaux qui s'opèrent sur notre continent. Vive la révolution démocratique et populaire. Vive le Conseil national de la Révolution. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Prodige, voici venue la grande finale de la saison 3. Vendredi 4 octobre 2024 à partir de 21h, en direct de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso, sous le patronage de M. Rimtal Bajan Emmanuel Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, du parrainage de